C'est un effort de défense et pas un effort de guerre, Louis Gauthier. Oui, il a raison de le préciser. On n'est pas en guerre contre la Russie. On veut opposer à la Russie une ligne de force. Et le défaut américain fait qu'il faut réinvestir collectivement dans notre défense. Mais il appelle à la déclarification. Il a raison. Je vois ces disputes autour de 3%, 4%, 5%. Objectivement, Du PIB, c'est ça ? Du PIB, Oui. ça ne veut rien dire. L'effort de défense, ça ne veut rien dire puisque c'est rapporté à la croissance. Si on n'a pas de croissance, ce ratio augmente mécaniquement comme ça avait été le cas du temps du Covid. Ce qui est important, c'est la dépense effective, la réalité de ce qui est passé en termes de commandes, en termes d'allocation de ressources à nos industries de défense. C'est ça qui est important. Faut pas, il y a en ce moment une fascination des chiffres et il y a un peu du mal à voir finalement de quoi ils retournent. Et pour les industriels, ce qui est important, ce sont les commandes et c'est les crédits qui sont dépensés pour assurer ces commandes. Et là, Louis Dragnel, il y a des commandes qui sont passées, ça y est, des Rafales ont été commandées. Pour l'instant, il y a des intentions de commandes publiques. Emmanuel Macron a organisé une réunion avec les industriels de l'armement, de la défense, vendredi dernier à l'Élysée. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, les industriels vous disent il y a des intentions de commande. On attend vraiment que les commandes réelles, authentiques, soient passées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a un débat où le politique dit aux industriels alors vous êtes capable de monter jusqu'à combien ? Mais en réalité, ça doit être dans l'autre sens que la question doit être formulée. Puisque l'industriel, il adapte ses capacités de production en fonction des commandes. Si l'État français dit à horizon, je dis n'importe quoi, 2035, l'objectif c'est de doubler le nombre de Rafales dans l'armée de l'air et la marine nationale. Là, pour le coup, l'industriel va répondre aux politiques. Écoutez, voilà, nous, on a besoin de temps pour monter en puissance, pour former des gens. Et puis, il faut savoir que l'industriel, il est toujours en relation avec énormément de sous-traitants. C'est des milliers d'entreprises qui, parfois, travaillent sur des petites pièces de très haute technologie. Donc, il faut bien imaginer que c'est pas juste une commande, on va au McDonald's et on prend son Big Mac. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Catherine Ney. Et le politique, souvent, pense que c'est un Big Mac. Mais en réalité, pas du tout. Non, mais là, il est venu... à Luxeuil, là dans les Vosges, sur la base militaire. Quand on voit cette photo, là, c'est presque un Christ au milieu des calottes. Je crois qu'on appelle ça un calot bleu Louise. Vous voyez voilà. Et il annonce, mais vous êtes aujourd'hui 1200, vous serez 2000 bientôt. Donc, ils seront 2000, c'est que ça veut dire qu'ils produiront. On va remplacer le Rafale 5 par le Mirage par les Rafale 5. Enfin bon, donc il y a quand même une annonce de production. Oui, il y a Oui, vous avez raison de le souligner. Il y a des accélérations dans les programmations, y compris sur les grands programmes, et il y a de la mobilisation d'argent. Les annonces qui ont été faites ou qui vont être consolidées au sommet européen, et puis la mobilisation de financement privé à travers les banques, à travers la Banque publique d'investissement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors évidemment, quand on regarde les chiffres, c'est les 800 milliards affichés. Après, la mobilisation, c'est 5 milliards. C'est 1,5 milliard de plus d'efforts publics. La France est dans une situation plus compliquée que l'Allemagne et son fameux bazooka à 500 milliards parce qu'elle a du déficit public et elle a de la dette. Et donc, les contraintes sont évidemment fortes. Et pour faire une bonne défense, il faut d'abord une bonne finance. S'il y a de la croissance, il y a plus d'impôts, il y a un budget qui se rééquilibre. Donc, la France a une ligne de crête plus difficile et un effort plus difficile à franchir que nos partenaires allemands. Ce qui peut poser d'ailleurs un problème en termes de politique industrielle. Parce que, évidemment, qui investit devient leader, y compris sur certains programmes. Donc, c'est très important que la France maintienne, je dirais, cette position, augmente effectivement les crédits et veille à la consolidation à la fois de ses commandes et de l'allocation de ressources à nos industriels. Et c'est important aussi de faire la différence entre effort de guerre et effort de réarmement. C'est pas effectivement la même chose, bien sûr. Et on avait eu l'impression qu'il y a eu des jours et des jours de sémantique guerrière. Parce qu'il y a encore à financer, d'abord la substitution aux Américains d'un soutien à l'Ukraine, et puis parce qu'il va y avoir à payer assez prochainement, si ces garanties sont apportées, les garanties de sécurité à l'Ukraine. Et là, on va devoir déployer dans la durée des forces maritimes, des forces de surveillance aérienne, et ça a évidemment un coût, mais qui devra être partagé entre Européens, entre ceux qui participeront. Bien sûr. Jean-Sébastien Ferjou. Au-delà de ça, vous aviez raison de le rappeler, c'est-à-dire que le fétichisme des chiffres est un peu absurde, parce qu'un pourcentage du PIB, ça ne veut rien dire. Il faut avoir une vraie réflexion stratégique. Vous voyez bien que l'armée française, jusqu'à présent, dans les derniers livres blancs, elle réfléchissait plutôt à des conflits qui étaient sur des théâtres extérieurs, pas à l'idée d'une guerre qui pourrait se passer sur le continent européen. Ça n'est pas la même chose d'un point de vue stratégique. Si on a besoin d'un
d'un bouclier antimissile, par exemple, si on a besoin d'investir dans des drones, a-t-on tiré, enfin les militaires l'ont fait évidemment, mais est-ce que M. Lombard, par exemple, lui, il a réfléchi à de quoi avons-nous besoin quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine? Parce que cette réflexion stratégique. Mais c'est pas son job, c'est le job du ministre des Armées. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais les militaires, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la focalisation sur les chiffres, elle nous détourne de cette réflexion stratégique, y compris d'une réflexion stratégique sur l'écosystème. Parce qu'il y a l'industrie. Tournons-nous vers le spécialiste. Et il y a aussi l'innovation. On a un spécialiste. Vous avez raison, mais Louis Gauthier. les Européens viennent de publier aujourd'hui leur livre blanc sur la défense qui fixe bien des axes de priorité, anti-missiles dans les drones, etc. Et nous avons sur la table un travail de revue nationale stratégique qui devait clarifier les choses. Ce qui est certain, c'est qu'il y a mais ça n'est pas fait encore. Non, ça c'est attendu pour le mois de mai, juin, le travail est en cours. Mais le livre blanc européen, il est sorti et il fixe déjà des priorités qui impliquent un sursaut dans la durée. Ce n'est pas une affaire de 2 ans, 3 ans, c'est dans la durée pour se substituer à ce qui manque du fait du risque de défaut américain et ce que nous n'avons jamais créé pour assurer notre vraie sécurité collective. Des moyens de frappe dans la profondeur, suffisamment de satellites, des moyens d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ça, cet effort d'investissement, il est vraiment dans la durée et il implique que l'on retrouve des capacités de supériorité stratégique et des capacités de cohérence opérationnelle qu'on avait laissées aux Américains dans une sorte de jeu de dépendance mutuellement acceptée qui faisait que les Américains étaient leaders, qu'ils étaient protecteurs. S'ils ne le sont plus, il faut se rétablir ces capacités qui font aujourd'hui défaut collectivement. Éric Nolot, une question. Oui, moi je trouve que la question sémantique n'est pas complètement réglée. Est-ce qu'on se prépare uniquement à ce que vous avez défini comme une ligne de force en Ukraine, ou est-ce qu'on prépare en même temps le coup d'après? Je me place dans l'hypothèse, j'ai déjà évoqué ici, mais je la reprends. Admettons une nouvelle guerre, une nouvelle agression russe, cette fois-ci contre un pays balte qui est à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Est-ce qu'on se prépare juste à l'Ukraine ou on se prépare à une situation de guerre plus ouverte? On se prépare, et à mon avis, ça c'est quelque chose de très important, à opposer à la Russie une ligne de force pour lui éviter de continuer des actions de coercition ou de prédation comme elle le fait dans son environnement proche, possiblement demain la Moldavie, la Géorgie hier. Et contre nous, contre nos démocraties, contre nos États, des actions hybrides d'ingérence, de manipulation, d'attaques cyber. Et donc, si on ne montre pas cette force, la Russie qui, d'une certaine manière, dans cette épreuve, va apparaître en position de gagnante, de victorieuse, parce que Trump lui apporte la victoire sur un plateau, eh bien, politiquement, elle va l'utiliser pour faire pression. Et donc, il faut qu'on ait une action de contre-pression vis-à-vis de la Russie. Mais ce n'est pas rentrer en guerre contre elle, c'est opérer à tous les niveaux, à toutes les strates, une action de dissuasion pour lui dire normalisez votre comportement, rationalisez votre comportement international. Vous ne pouvez... C'est pour ça que la question des sanctions que M. Trump semble éluder est absolument décisive. On ne peut pas lever les sanctions si la Russie continue à agir contre nos pays comme elle le fait aujourd'hui. Donc, tout ça, évidemment, s'inscrit dans une politique dans la durée. Et il faut que les Européens soient en capacité collectivement, pour ceux qui le veulent. On voit que, par exemple, M. Orban se met à côté du chemin en refusant de signer les déclarations. Soient en capacité de le faire collectivement. Et ça, c'est pas évident. On est 27 avec des histoires. On ne peut pas parler d'une seule voix à 27. Voilà. Catherine mais cette réunion des Européens que les Russes auraient pu négliger suscite au contraire, on a entendu M. Peskov, des réactions très virulentes en disant ce sont les Européens qui veulent faire la guerre. Alors ça, c'est le mensonge, c'est l'inverse. Mais est-ce que vous l'interprétez comment? Que finalement, ils sont gênés par cette unité européenne, même si tous ne suivent pas? Ou comment faut-il l'interpréter? Finalement, il y a un effet qui est produit du discours. Un effet vis-à-vis des Russes qui pensaient plutôt que les Européens seraient terrorisés, encore plus divisés du fait de l'abandon américain, vis-à-vis de M. Trump qui lui dit écoutez, si vous partez, nous aurons à votre égard une relation qui sera moins une relation de vassal et d'obligé, mais une relation qui est plus d'égal, mais il faut du cran pour assurer cette égalité. Et puis ce qui manque quand même, c'est, me semble-t-il, un discours vers les opinions publiques. Et c'est important, ce que disait d'une certaine manière M. Lecornu à ce moment-là, peut-être un peu tard, pour dire qu'on ne va pas faire la guerre à la Russie. On ne rentre pas dans une guerre à la Russie. On veut apporter des garanties de sécurité aux Ukrainiens pour pas que ce cessez-le-feu crée une sorte de vide au milieu de l'Europe, de vide de sécurité, que les affaires reprennent ou qu'on ait une espèce de conflit larvé en permanence qui serait très dangereux pour notre sécurité. Et puis deuxièmement, c'est un effort de défense pour qu'enfin les Européens agissent comme des acteurs stratégiques.
C'est vrai dans le domaine militaire, c'est vrai dans le domaine de la sécurité, le terrorisme ou autre, c'est vrai dans le domaine économique. Les sanctions commerciales, mais les problématiques de balance de paiement, de positionnement de l'euro. Et donc, ça appelle les Européens à une maturité collective. C'est difficile de franchir ce cap pour tous en même temps, visiblement. Louis Gauthier, une question à propos de ce qu'a annoncé aussi M. Lombard, qui annonce la création d'un fonds public pour la défense, 500 € minimum pour les Français. On a des inquiétudes sur les garanties des fonds qui seraient versés. Vous dites qu'il y a les garanties nécessaires avec la BPI notamment ? Non, faut voir quel sera le produit. C'est 500 millions. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards. Et rien que sur les produits d'épargne, c'est 600 milliards. Donc voilà, sachant raison garder. Mais ce que fait la BPI, c'est du placement vers des entreprises qui ne sont pas forcément sur le marché boursier, qui ne vendent pas forcément des actions. C'est plutôt des start-up, des petites entreprises. Mais le tissu des petites entreprises de défense en France, c'est 4000 entreprises. Sous-traitants, équipementiers des plus gros groupes, Dassault, Thales, etc. Et donc, il y a un besoin de refinancement de ces entreprises qui d'ailleurs dans le passé ont souvent fait l'objet, parce qu'insuffisamment financées, d'actions de prédation américaines ou autres. On voit qu'il y a là des pépites, mais ces entreprises ont besoin de se développer. Donc ça peut être bienvenu, on regardera comment sont effectivement les contrats. C'est un investissement, donc ça ne peut pas être un investissement garanti comme les taux d'intérêt qui sont servis sur un livret d'épargne. Je pense que les gens seront informés au moment... Ce n'est pas un livret A militaire, donc l'expression n'est pas correcte. Mais surtout l'écosystème des PME ou des startups dont vous parlez, il y a peut-être une solution bien plus simple finalement, qui est la fiscalité. C'est-à-dire que là, on a encore voté des taxes pour alourdir la fiscalité sur les gens, parce que quand vous prenez un risque, il faut bien que le risque soit rémunéré. Si vous risquez de perdre votre argent, il ne faut pas que le jour où vous gagnez, on vous dise « Ah ben là, ce jour-là, je te prends tout », parce qu'on n'indemnise pas les gens quand ils ont perdu dans un investissement. Et donc, il serait aussi simple finalement de renoncer à une forme de folie de la fiscalité française et de permettre aux gens qui par ailleurs s'y connaissent, sont capables de distinguer quelle est la start-up la plus prometteuse ou quelle est celle qui l'est moins. Parce que la défense, justement, c'est là où la sémantique est intéressante. La défense, c'est aussi bien anticiper la protection, par exemple, de nos implantations énergétiques. On l'a vu dans la guerre en Ukraine que le réseau énergétique, c'était une cible privilégiée dans une guerre d'ailleurs des deux côtés. Les Russes en sont victimes de... Est-ce que nous avons anticipé suffisamment là-dessus ? Même chose sur le réseau de télécommunications. Parce que c'est ça, la défense aussi. Ça n'est effectivement pas que de prévoir l'armement et Louis Gauthier, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Les éléments de réponse sont dans votre question. Si on le fait aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas fait hier. Or, il était déjà temps de le faire hier. On voit par exemple que le réseau bancaire, le réseau des assurances, qui commencent à se mobiliser, ont été dissuadés de se mobiliser dans ce secteur et dans un certain nombre d'autres, parce qu'il y avait des règles qui faisaient qu'investir dans la défense dégradait votre note, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un moment de vérité aujourd'hui qui implique des évolutions sur les règles européennes, si on veut que l'argent soit dépensé correctement au profit des industriels européens, ne crée pas des concurrences fratricides inutiles, et puis aussi des évolutions quant à un certain nombre de codes, ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui font que des gens qui devaient investir dans ce secteur comme on investit dans de l'énergie ou comme on investit dans d'autres domaines de l'économie, ne soient pas dissuadés de le faire dans le domaine de la défense et de l'aéronautique. On va juste écouter le président Zelensky, parce qu'il faut aussi se pencher sur ce qui se passe sur le terrain, Louis Gauthier. Les combats sont extrêmement violents, attaques de drones, et évidemment le président Zelensky refuse que l'on laisse tomber l'Ukraine, notamment en termes d'armement. Écoutez-le. Hier soir, une nouvelle attaque russe a touché nos infrastructures énergétiques. Nous, en Ukraine, sommes confrontés à cela tous les jours et toutes les nuits, vous le savez. Et malgré les propos du président russe Vladimir Poutine, qui se dit prêt à mettre fin aux attaques, rien n'a changé. Les sanctions sont vraiment nécessaires. Elles doivent rester en place jusqu'au début du retrait russe de notre territoire et tant que la Russie n'aura pas entièrement compensé les dommages causés par son agression. Je vous exhorte de continuer à lutter contre les stratagèmes d'évasion des sanctions. Voilà pour le président Zelensky qui s'est adressé par visioconférence aux 27 qui étaient réunis et qui sont réunis à Bruxelles. Louis Gauthier, il a raison. Il ne faut pas lâcher maintenant. Ce serait catastrophique pour l'Ukraine. Il a raison de dire qu'on est au début d'une négociation qui est surplombée par la position de M. Trump, qui a déjà abandonné beaucoup de choses.
Et simplement, Zelensky a compris que ce n'était pas la peine d'apparaître dans une position frontale vis-à-vis de Trump qu'il y perdrait. Donc quand il va à Washington ou quand il y a des négociations, il accepte beaucoup de choses. Et puis ensuite, il revient à la réalité. Trump a annoncé que l'ensemble des structures, des infrastructures énergétiques de l'Ukraine allaient passer sous gouverne américaine. Il dit non, pas ça. Bon, et puis, en même temps, il rappelle la réalité des faits, c'est que pour Poutine, la guerre n'est pas finie. Et il souhaite arriver dans la position de force, et donc il continue des actions, des bombardements. Il a accepté une trêve absolument réduite aux Aquais, et donc on attend enfin à la fois le cessez-le-feu et les conditions du cessez-le-feu et les garanties de ce cessez-le-feu dans la durée. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter sur de mauvaises conditions, d'aboutir à une trêve sur de mauvaises conditions. Et c'est là où les Européens essayent de se remettre à un moment dans les phases finales dans cette négociation, parce que d'abord c'est sur leur continent, ça ne se passe pas à Riyad, l'avenir il est ici, la relation avec Moscou confrontationnelle ou plus apaisée c'est ici, et quelque part l'Ukraine c'est le test, c'est le terrain de la démonstration, de la bonne foi de Poutine dans sa volonté de réduire son agressivité à l'égard de la partie occidentale de l'Europe. Catherine Ney. Oui, ça, oui, on doute un peu de... Ça, il n'en prend pas le chemin, parce que là, les conditions qu'il a acceptées avec Trump, c'est qu'on ne bombarde plus tout ce qui est énergétique. Donc, il continue, donc il ne respecte même plus cette parole, mais il faut dire aussi que pendant ce temps-là, les Ukrainiens ont quand même fait sauter une ou deux raffineries dans les nuits passées. Donc, et ça, ils ont fait beaucoup de dégâts aussi, les Ukrainiens, avec leurs drones. Donc, Trump qui pensait faire régler le problème en 24 heures, là, il va s'apercevoir d'abord que lui-même change d'avis, mais il s'aperçoit que Poutine n'a pas de parole non plus. Donc, entre les deux, il y avait une confiance, une camaraderie, une fascination. Et puis, à force, comme tous les deux veulent gagner, vous voyez, ça risque de mal se passer. Il y a aussi un match, c'est là les deux mâles alpha qui vont se... choquer. Je pense qu'à un moment, quand même, l'idée du cessez-le-feu va progresser et va s'imposer. Et donc, on va bien aller, en tout cas, il faut l'espérer, le plus vite possible, vers une désescalade de cette conflictualité. Le départ... organisé pour partie et pour partie subi à Koursk des forces ukrainiennes, était déjà de la part des Ukrainiens la volonté de régler un problème. Mais ils ne veulent pas, comme c'était pour eux un gage dans la négociation dès lors qu'ils l'abandonnent, ils ne veulent pas être arrivés complètement privés de tout effet. Donc si Poutine bombarde, ils sont obligés aussi de montrer qu'ils ont une capacité de réplique. C'est pour ça que les choses ne sont pas encore nouées. Et quelque part... Par rapport aux premières négociations de Riyad, effectivement, il y a plus que du piétinement qui montre que les Européens ont intérêt à rester mobilisés, ne serait-ce que pour porter un peu de raison à l'équipe de M. Trump en lui disant que les choses ne sont pas si simples et que pour nous, ce n'est pas simplement aboutir à un cessez-le-feu n'importe comment, mais c'est assurer les conditions de sécurité de notre continent. Sur le fond, vous croyez réellement à un désengagement des États-Unis de l'OTAN ou pas, Louis Gauthier ? On va avoir une clarification qui va venir au mois de juin avec le sommet de l'OTAN. Je pense que ce n'est pas forcément l'intérêt des Américains. Mais ils vont le mesurer eux-mêmes, je pense, à l'issue du résultat de la négociation auquel ils seront parvenus. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de partenaires qui jouent encore à la fois la défense européenne et l'Alliance Atlantique, les Britanniques notamment. Bon, toujours un pied dedans et un pied dehors, mais quand même, ils ont un peu plus un pied dedans. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire tout le monde quand même a compris que ce n'était pas simplement une hypothèse et que de toutes les façons, même si les Américains restent, la leçon historique qu'on vient de recevoir, alors qu'on croyait qu'il n'y aurait pas de guerre sur notre continent, premier électrochoc, la guerre d'Ukraine, deuxième électrochoc, l'abandon à un moment crucial de cette guerre sur la négociation, l'abandon des Américains qui semblent tous céder à Poutine et puis qui peut-être essayent de récupérer aujourd'hui les choses. Tout ça fait quand même un effet de démonstration qui montre qu'il serait temps que les Européens soient davantage les auteurs de leur histoire. Ils ne l'ont pas été pendant la guerre froide parce qu'ils étaient l'otage des deux blocs et ça fait 30 ans qui ne parviennent toujours pas à être cet acteur stratégique qui s'impose en tant que tel.